Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h Greenwich Mean Time. Des mots d'une violence à heurter certaines âmes, à stigmatiser ou à salir, des discours haineux et des publications contre certains groupes ethniques du pays sont en nette recrudescence sur différents supports médiatiques ainsi que les réseaux sociaux. Il suffit aujourd'hui de mettre sur la table des sujets d'actualité politique, sportive ou culturelle pour facilement glisser dans l'invective tribale, dans l'insulte. Pour certains tenants du pouvoir, une frange de la diaspora camerounaise s'est illustrée ces derniers jours par des actes irresponsables vis-à-vis des institutions républicaines, une attitude qui a contribué, de leur point de vue, à exacerber le discours de haine et de provocation. Pendant ce temps-là, les organisateurs de la manifestation interdite du 17 juillet dernier à Genève, en Suisse, contre le président de la République, se présentent comme de vrais patriotes. Ils sont convaincus que tous ceux qui dénoncent leurs agissements ne sont autres que des anti-patriotes. Pour combattre ce fléau, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est en croisade depuis mars 2021. Pour la Commission Moussongué, les discours haineux menacent fortement la cohésion sociale, l'acceptation de l'autre et le vivre ensemble des Camerounais. À côté de la sensibilisation, un arsenal juridique a été mis en place pour sanctionner tout écart. La loi numéro 2019/020 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal concernant l'outrage à la tribu ou à l'ethnie, dans son article 241 nouveau, dispose en effet est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Discours haineux, comment sortir de la spirale? Pour tenter de répondre à cette question, Madame, Messieurs, nous avons invité en plateau ce soir Lionel Dama. Bonsoir Lionel, bienvenue. Bonsoir Serge Alaotou, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Je dis également bonsoir à tous mes copanélistes. Permettez-moi également de dire un bonsoir spécial à tous les membres du mouvement 11 millions de citoyens partout où ils se trouvent au Cameroun. Ceux-là qui se battent jour et nuit sous la pluie ou sous le soleil pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales, étant donné que la clôture c'est à la fin du mois, le 31 août. Et également, je vais dire... Ils se disent qu'ils ont encore peut-être un mois. Oui, effectivement, tout peut encore se jouer. Tenez d'ailleurs, le week-end dernier, je vais d'ailleurs dire un coucou, je vais d'ailleurs féliciter la section PCRN OMC de la Sanaga Maritime, qui a fait un chiffre record le week-end dernier, n'est-ce pas, reconnu par la délégation départementale de l'ECAM. Donc, il mérite également les félicitations aussi. Oui, chiffre record, ben, vous ne nous avez pas donné. C'est quoi? Ils ont fait combien d'inscrits ce jour-là? Ouais, en fait, ils sont parvenus à faire plus de 300 inscrits. En une seule journée? En une seule journée, dans une localité. En fait, c'est pas la Sanaga Maritime, c'est pas une localité comme Douala où vous pouvez. Concentration humaine. Voilà, justement. Donc, ils sont à féliciter. Voilà, merci. Vous l'avez dit, vous êtes du PCRN. À côté de vous, Charlie Kenyé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Douala. Hein.
Merci de me trahir. Bonsoir. Ouais, faut dire, vous êtes parti d'Yaoundé parce que cette émission-ci vous tient à cœur. Tout à fait, par respect. Vous pouvez expliquer, vous pouvez faire le déplacement pour Equinox Soir. C'est normal. Au-delà de l'émission, il y a la personne du présentateur qui... Non, on vient après. Qui est à saluer. Il faut reconnaître quand c'est bien, il faut reconnaître. Mais bien plus encore, il y a l'envie, il y a le besoin de toujours apporter sa pierre d'édifice, sa pierre de sa connaissance à la construction de l'édifice Camondon. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je salue mes copanélistes, je salue tous ceux-là qui prennent la peine de nous regarder au quotidien. Je salue la jeunesse panafricaine parce que j'aime souvent le rappeler, je suis un panafricain. Donc je salue cette jeunesse panafricaine, fière, forte, consciente et debout. À travers certains mouvements que nous observons de par l'Afrique, on comprend que c'est une jeunesse aujourd'hui qui comprend les enjeux, qui n'est plus dans l'optique du jeu comme cela était par le passé. Donc je félicite cette jeunesse-là et je vous réitère tous mes encouragements pour ce que vous faites. Merci de l'honneur que vous me faites en invitant à ce festin intellectuel. Voilà, merci Charlie. En face de vous, Albin Dormo-Tobin, un habitué. Hein? Il vient de Tchang. Serge Alain, bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci, Serge à Douala. Oui, je me sens bien à Douala. Oui. Je voudrais saluer comme ça vos millions de téléspectateurs qui prennent du plaisir chaque soir à regarder ce qui se fait ici. Je salue particulièrement, puisqu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a des dédicaces spéciales. Une dédicace spéciale alors à la ville de Tchang, d'où je suis parti ce matin, et plus particulièrement à un jeune docteur de sciences politiques, le docteur Menzepo, qui aime tellement ce que vous faites et qui m'a saisi. Vous avez dit docteur Menzepo. Il nous regarde en ce moment-ci. Chaque soir. Oui, à moins qu'il ait une occupation, vraiment une urgence urgente, comme on a l'habitude de dire, il est toujours là, il aime ce que vous faites et il a tenu à ce que je le dise ici aujourd'hui et que, surtout que je demande que, si c'est possible, que vous puissiez arriver dans la ville de Tchang dans le cadre d'échanges. Et il voudrait également que je salue votre contribution à l'édification de la contradiction en termes de débat dans notre pays. Merci beaucoup. Allez, on va permettre à Luther de respirer un peu. On va d'abord saluer Wilfried de Kanga. Luther Meka, il est déjà là. Bonsoir Wilfried, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Serge Alain, merci de l'invitation encore une fois. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Je vais me prêter moi aussi au jeu des dédicaces puisque c'est la tendance. J'adresse un bonjour spécial à tous les habitants de Ngouache et de Baham parce que je suis originaire de là-bas, dans une autre vie aussi. Et je préciserai que je caresse l'espoir que les compatriotes présents sur ce plateau, qu'il ne viendra pas à l'idée de l'un d'entre eux le penchant détestable de vouloir m'extirper du plateau parce que ça ne cadre pas du tout avec le vivre ensemble que nous prônons et dont nous allons débattre ici. Voilà, ils se reconnaîtront à leurs fruits. L'arbre qui produit des goyaves s'appelle le goyavier. Je crois qu'il a soufflé. André Luther Meka, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais saluer tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la Chine, de la France, des États-Unis, du Canada, qui chaque fois ne cessent de lancer un appel à la solidarité pour la préservation de la paix par son Excellence Paul Biya. À tous ces Camerounais-là, je dis, nous avons intérêt à préserver la paix parce que c'est notre seul héritage. Donc à vous, je vous dis merci pour cette solidarité et je vous salue. Voilà, je reste avec vous, André Luther Meka. Et comment vous réagissez à cette montée, cette flambée de discours sur des discours haineux? Comment vous réagissez d'entrée de jeu? Bon, disons d'entrée de jeu, il ne faut pas se leurrer, ce sont des rivalités politiques. Rivalités politiques, c'est ça qui a à la base. Tout à fait, ce sont des rivalités politiques parce qu'il y a eu exacerbation du discours haineux après la présidentielle de 2018. Donc, les rivalités politiques qui ont certainement d'autres piliers. Premier pilier, c'est le fait qu'il y a notamment une jeunesse qui pense contester, revendiquer dans la toile et qui a pris pour exutoire la toile, c'est-à-dire qu'essaie de pouvoir se défouler, faire un peu un défoulement, une sorte de catharsis
dans les réseaux sociaux. L'autre pilier, en fait, c'est que cette jeunesse-là a pris comme arme politique la destruction des hommes politiques, notamment dans le cas de la rivalité. Et cette destruction des hommes politiques est ciblée contre les membres du gouvernement, ceux qui sont les plus fidèles au chef de l'État. Et notamment à ce niveau-là, il y a des manipulations, parce que autant il y a des rivalités à l'extérieur, c'est-à-dire de l'opposition, et tant il y a des rivalités à l'intérieur. Et c'est tout à fait naturel, parce que dans le champ politique, il y a une sorte de violence, n'est-ce pas, dans le thème de compétition, de la préservation du pouvoir et, n'est-ce pas, de la conservation d'un certain nombre d'avantages et de statuts. Donc, voilà un peu schématisé de prime abord, n'est-ce pas, ce que je peux dire sur la montée des discours haineux dans la toile. Voilà, Charlie Kenyé, montée, rivalité politique, c'est l'argument qui vous vient aussi à l'esprit? Bon, je pense que... La dernière présidentielle, c'est de là que tout est parti? Cela n'est pas parti de là, mais je pense que après les élections présidentielles d'octobre 2018, effectivement, nous avons observé une certaine montée en puissance du discours haineux, du discours partisan, du discours tribaliste, ça il faut le dire, justement du fait d'un certain nombre de discours qui étaient tenus par certains acteurs du jeu politique camerounais qui justement, obligatoirement ou alors malheureusement a poussé certains de leurs followers à poser un certain nombre d'actes. Il faut également comprendre qu'on ne saurait uniquement amener ça sur la sphère du politique. Il y a également une réalité sociale et même sociétale. En ce qui concerne la réalité sociale, vous devez savoir que depuis un certain nombre de temps, du fait d'un certain nombre de frustrations sociales par rapport à un certain nombre de problèmes que nous avons, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une fracture sociale au Cameroun où il y a une classe extrêmement riche et il y a une autre classe extrêmement pauvre. Et curieusement... Est-ce que la classe riche vient d'une certaine tribu? Cette classe extrêmement riche, non, elle ne vient pas d'une certaine tribu. C'est justement là le problème. C'est que cette classe extrêmement riche appartient à ce que j'aime souvent appeler une élite politico-administrative comprador. Il faut également comprendre que dans ça, il y a la volonté ou alors il y a l'échec même de cette élite-là, qui n'est pas seulement politique, elle est également économique. Mais si on veut ramener ça à une caste de personnes ou alors à une tribu, on est en train de se tromper de combat, parce que à la réalité, dans cet ensemble-là, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement toutes les classes, ou alors c'est toute je dirais la classe socio-communautaire camerounaise qui se retrouve à l'intérieur. Mais bien plus encore, et je terminerai par là, il y a un réel problème également d'éducation, parce que dites-vous bien que quand on questionne le système éducatif camerounais, on est en droit de comprendre ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain, parce que les Camerounais, en réalité, il faut comprendre que nous n'avons pas une identité commune. Quand je parlais d'identité commune, je parlais d'un idéal commun pour lequel chacun s'y reconnaîtrait. Si on questionne l'histoire camerounaise, que beaucoup aujourd'hui ignorent, vous allez vous rendre compte que le Cameroun n'a pas commencé avec un C. Le Cameroun, il a commencé avec un K. Et le Cameroun qui existait avec un K était beaucoup plus grand que l'autre ici. Il n'était ni anglophone ni francophone. Il n'était pas Bamileke, il n'était pas Beti, il n'était pas Bassi, il n'était pas Yambassa. Il était le Cameroun. Et curieusement, les leaders qui ont porté ce Cameroun avec un K venaient d'horizons divers. Mais ils avaient un assentiment populaire. Parce qu'ils avaient su fédérer un certain nombre d'énergies autour d'eux et qui pensaient un idéal camerounais. Aujourd'hui, c'est cet idéal que réellement les politiques ou alors les hommes politiques que nous avons aujourd'hui ne nous présentent pas réellement ce qu'on pourrait, quelque chose qui pourrait fédérer les Camerounais autour de cet idéal-là. Bon, moi, je me dis, point premier, voilà ce que je pourrais dire sur cette montée en puissance du discours haineux. Voilà, on va d'abord prendre l'avis de Wilfried Ekanga. Comme je l'ai dit, certains tenants du pouvoir pensent que cette montée des discours haineux est née, hein, comme a dit André Luther Meka, tout est parti de cette présidentielle, mais aussi ces derniers temps avec cette manifestation du 17 juillet dernier, avec des actes qui pour eux ils ont taxé ces actes d'irresponsables. Comment leur répondez-vous, Wilfried Ekanga? Je réponds que le tribalisme au Cameroun n'existe pas à partir de 2018. Cela dit, il est clair qu'il n'y a pas des anges d'un côté et des démons de l'autre. Il y a dans toutes les communautés au Cameroun, voire même dans toutes les mouvances politiques, des gens qui ont une sorte d'aversion envers d'autres tribus. Il pourrait y en avoir. Ce n'est pas là la question. La question, c'est comment le sujet est traité dans chacune de ces mouvances-là et dans chacune de ces communautés-là. La problématique du tribalisme au Cameroun est venue du fait, comme le disait Meka, et là je partage son avis, du moins sur ce volet,
du fait que, à cause de la politique, le vivre ensemble est devenu compliqué. Parce que la politique est entendue au Cameroun non pas comme un vivre ensemble, mais comme un manger ensemble. Or, on ne veut pas manger ensemble. Ceux qui ont le pouvoir considèrent que ça leur appartient ad vitam aeternam. Et lorsque vous avez un challenger qui s'avère sérieux, comme on l'a eu en 2018, il faut utiliser justement des mécanismes pervers pour justement décaler le débat du programme politique, du projet de société, du programme de gouvernance et s'apitoyer sur la tribu. C'est ça que vous aviez avec les organisations dans la diaspora qui, elles, si on prend le cas des activistes qui ont manifesté à Genève, leur problème, c'est que la fortune publique du Cameroun ne doit pas être gérée à des fins privées par des particuliers, fussent-ils président de la République ou membres du gouvernement. Sauf que la réponse qu'on leur a donnée, c'est de dire ces gens-là sont majoritairement, et vous avez des gens qui sont en principe garants de l'éducation et de la construction sociale au Cameroun. C'est ces gens-là qui n'ont rien trouvé de mieux que de coller une étiquette identitaire à ces gens-là plutôt que d'écouter le contenu de leurs revendications. C'est donc justement ce qui s'est passé après 2018 où, pour pervertir la discussion publique sur les projets de société, les manquements de ceux qui dirigent actuellement, on a commencé à s'appesantir sur l'ethnie et ce qui a pourri l'espace public. L'autre chose qui pourrait l'espace public, c'est l'impunité chronique. Serge Alain-Otto, vous avez cité la loi du 29 novembre 2019, le fameux article 241 sur justement les abus de langage concernant les discriminations tribales. Il y a sur la linéa 3 une précision qui va plus loin en disant que les hommes de médias, les leaders politiques ou religieux, les personnages publics qui se rendent coupables de ce type de déclaration sont passibles d'une amende de 20 millions de francs CFA. Vous avez dans l'espace public des gens à qui on a déroulé le tapis rouge, mais qui se sont confortés dans une construction où on va traiter une mouvance politique qui est légale, qui a un projet de gouvernance qui est disponible pour tout le monde, de secte bahamique. Vous avez un ministre de l'enseignement supérieur qui est justement comme le sociologue qui enseigne à l'université catholique de promouvoir la construction sociale, mais qui justifie le fait que les Camerounais répriment d'autres, comme les nazis ont réprimé les Juifs d'une région en leur disant « allez faire ça ailleurs, allez faire ça chez vous », entre guillemets, et il justifie cela en disant que c'est normal, c'est le socle granitique. Vous avez donc les garants de la loi qui ne respectent pas la loi qu'ils se sont eux-mêmes donnée, et vous avez justement l'entité suprême qu'ils sont censés suivre, à savoir Paul Biya, qui doit justement incarner cette unité nationale, cette conformité, mais qui, parce que vous n'approuvez pas sa politique, il va vous coller des étiquettes comme en 2008 d'apprenti sorcier, comme en 2020 d'anti-modèle, dans la même mouvance où on a traité de ethnofascistes, de zélotes, de sectes, ceux qui avaient des revendications concernant la gouvernance au Cameroun. Évidemment, quand vous aboutissez à cela, vous nourrissez dans l'esprit du Camerounais l'idée selon laquelle c'est simplement une ethnie au Cameroun qui revendique ce qui ne va pas. J'ai envie de dire, s'il faut parler, par exemple, de Bamileke, et qu'on nous dit que les activistes à Genève sont tous des Bamileke, ou que ceux qui revendiquent le code consensuel, la lumière sur les fonds de la canne au Cameroun sont tous Bamileke, ça veut dire que les Bamileke deviennent, et ce n'est qu'un exemple, je dis Bamileke à titre d'exemple, ça veut dire que les Bamileke deviennent donc l'ethnie la plus noble du Cameroun. Et à ce moment-là, je réponds, est-ce qu'il faut un concours pour être Bamileke? Parce que s'il y en a un, passez-moi le formulaire volontiers, je le passerai. Merci Wilfried pour ce premier jet. Donc, Albert Dormo-Tchoubin, ces derniers jours, on pointe un doigt accusateur sur les universitaires, comme certains, comme ceux-là qui exacerbent ce discours haineux. Votre réaction? Je pense que c'est un peu trop facile de stigmatiser une catégorie et de penser que c'est cette catégorie-là qui est responsable de ce qui se vit au Cameroun. Pour planter le décor, il faut déjà signaler que je suis à côté d'un sociologue. Le discours de la haine ou le rejet de l'étranger est un problème social. Il n'est pas seulement lié à la politique ou bien à ce que disent les universitaires. Si nous rentrons un peu plus loin dans l'histoire, et c'est ce que je vais faire... Non, André Le Terme a placé une borne. Il dit que c'est depuis la présidentielle. Non, il n'a pas dit que... Il pense que la montée, pour lui, c'est après la présidentielle. Ce n'est pas Avant ça existait, mais il pense que
à partir de la présidentielle, beaucoup de choses, les choses sont allées un peu plus vite. On va aller parler de manière triviale. Lorsque nous analysons la trajectoire historique du Cameroun, c'est vrai, on va se rendre compte que le discours haineux évolue de façon oscillatoire. Oui. Il y a des périodes de pic. Et ces périodes de pic correspondent souvent à des périodes électorales. Voilà. C'est vrai. Mais il n'y a aucun moment où ce discours n'existe pas. Oui, et comme je disais tantôt, si nous rentrons un peu dans l'histoire, l'étranger est toujours étrange. Oui, c'est un problème social. Et lorsque vous voyez comment les Grecs, lorsqu'on étudie une civilisation comme celle de la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte qu'ils parlent, tous ceux qui étaient étrangers étaient considérés comme des barbares. Oui, c'est-à-dire un mot plus péjoratif que celui qu'on peut dire aujourd'hui, l'anglophile, anglophone, francophone, ce qu'on retrouve un peu chez nous. Et malheureusement, le colon qui arrive, il va nous appeler des sauvages, des indigènes. C'est toujours ce discours-là qui lui permet de différencier et d'exprimer une certaine supériorité par rapport à nous. Sauf que l'État qui se met en place à partir de 1960 avait un grand devoir, celui de construire un imaginaire commun qui puisse permettre qu'on puisse réduire de façon substantielle ce problème. Et si j'évoque, par exemple, c'est ce que nous évoquons, par exemple, dans cet ouvrage pour une Fumban 2, les incongruités de la conférence de Fumban, où nous indiquons justement à un certain niveau qu'il y a une faillite dans la construction de l'imaginaire commun. De telle sorte que pendant que nous claironnons et fredonnons le discours le Cameroun est un et indivisible, on a de l'autre côté un imaginaire commun qui se construit aussi et qui est basé sur la phrase que tout le monde connaît, que ce soit à l'université, dans les milieux professionnels, au marché, we are marginalized. C'est-à-dire que l'autre sent qu'il est rejeté. Oui. Il y a l'autre qui va dire, je ne suis pas ton Bamenda. L'autre dit, je ne suis pas, tu me prends comme un pygmée, ainsi de suite. C'est ce discours-là qui existe d'abord et qui sont comme des problèmes de notre société. Donc, le challenge était celui, plutôt que de célébrer l'unité, de faire un peu comme les Américains qui, malgré que leur unité soit beaucoup plus ancienne que la nôtre, c'est-à-dire des siècles au-dessus du nôtre, ils font plutôt, le président a l'obligation chaque année de faire un discours sur l'état de l'Union. L'état de l'Union, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons fait au cours de cette année pour consolider l'unité entre les différents États fédéraux. Nous avons choisi la célébration et scandé le slogan l'État est un et indivisible. Je rappelle qu'aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas un et indivisibles. Ils sont divisibles. Un État qui souhaite peut engager la procédure. Mais tout est fait. Tout est mis sur pied pour que cela n'arrive jamais. Donc, nous, plutôt que de se mettre à stigmatiser, ainsi de suite, nous devons travailler justement et évaluer de façon séquencée, comme par exemple aux États-Unis, pour nous rendre compte qu'effectivement, ces discours de rejet ne puissent pas d'éteindre ou détruire la fragile unité de notre pays. Lionel Dama, pour vous, cette flambée de discours, ça vient de quoi? De quelle période? Bon, je vais d'abord commencer par dire que le discours haineux, le discours tribaliste ne commence pas aujourd'hui. Vous vous souvenez après les élections de 1990 où on a commencé à entendre un certain nombre d'expressions comme Anglo-Bami, Betty. Donc on peut parler de cette période-là. Et concrètement, comme l'a dit certains co-panélistes ici, nous vivons avec ce discours. Mais il n'est pas assez accru comme l'instant. Depuis des années, il se manifeste sur des actes, tout simplement. Il n'est pas oral, il se manifeste sur des actes. Par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous créez votre entreprise, vous allez vous arranger à travailler uniquement avec des personnes du même aire géographique que vous. Donc c'est connu, ça se voit. Si vous faites le tour d'un certain nombre d'entreprises au Cameroun, vous allez le voir. Et maintenant, ça a évolué comme ça. Et après, on va dire donc que parce que l'aspect politique est un peu négligé,
cette action ne doit pas être négligée parce qu'en réalité, il faut le dire, c'est l'eau politique. Non, vous-même, vous venez de dire qu'on vit avec depuis, ça c'est un fait. Mais on constate quand même que depuis quelques années, il y en a qui appellent à l'extermination de certaines ethnies. C'est pourquoi on en est arrivé là. Vous allez remarquer que la scène politique, observée bien depuis 4 à 5 ans, s'est beaucoup étoffée. La scène politique. Il y a des acteurs, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. La jeunesse même. Donc vous mettez dans le curseur aussi à partir de 2018? Oui, effectivement, parce que lorsque vous regardez aujourd'hui, depuis, après, en fait, le discours haineux et tribaliste s'est beaucoup accentué pendant la période préélectorale, électorale et continue à la période post-électorale. Lorsque vous allez regarder, à l'époque, il n'y avait pas les manifestations de ce genre. Maintenant, ce qu'il faut dire, je veux prendre le contre-pied de M. Meka pour lui faire comprendre que aujourd'hui, en réalité, il faut le dire, ce sont les hommes politiques qui entretiennent ces discours. Voilà. Aujourd'hui, on va regarder le gars sur les réseaux sociaux qui va lancer le pic, non, c'est des hommes politiques, mais ils le font de façon sous-jacente, de façon subtile. Okay. C'est eux qui entretiennent. Et c'est l'ordre gouvernant, c'est l'établissement. Pour ceux qui sont allés aux élections, ceux qui peuvent parler des élections aujourd'hui, parce que nous sommes allés aux élections et nous avons vu un certain nombre de choses. Je vais vous prendre un exemple simple dans mon département. En 2000, les élections, je crois, c'était les dernières élections municipales et législatives, pas celles de 2020, pas celles de 2013. 2013. Dans mon département, vous avez un jeune que vous connaissez tous, Denis Emilia Tangana, qui est allé... Donc nous sommes dans la Léquier. Dans la Léquier, effectivement, qui est allé aux élections avec le MRC. Nous qui étions là, nous pouvons... Enfin, vous savez ce qui s'est passé. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat réel était que le MRC avait gagné les élections avec Denis Emilia Tangana. Et avec Denis Emilia Tangana. Dans la Léquier. Dans la Léquier. Mais si je peux vous dire ce qui s'est passé bien à la suite, c'est que un certain nombre, l'élite politique de ce département-là s'est réunie et l'élite a instrumentalisé l'élite traditionnelle, leur a fait comprendre que on ne peut pas nous amener un parti de Bamileke ici. C'est-à-dire que ils ont fait comprendre à la population, et la population peut-être un peu naïve, que lorsqu'ils vont prendre la mairie, et ils vont arracher leur terre, ils vont s'installer, ils vont occuper leur terre. En fait. C'est le discours qu'on a tenu. C'est le discours qu'on a tenu. C'est pourquoi je vous dis que c'est des hommes politiques aujourd'hui qui pilotent ce discours de façon subtile. Aujourd'hui, on voit juste les jeunes dans les réseaux sociaux. Non, c'est des hommes politiques. Ok, merci. Vous avez dit que c'est le pouvoir qui entretient ce discours. Et justement, le secrétaire national chargé de la communication du MRC, Joseph Emmanuel Ateba, hier 27 juin, dit ceci. C'est le pouvoir en place qui entretient une intense campagne de haine tribale, en essayant de l'imputer au professeur Kamto au motif fallacieux qu'il aurait introduit le tribalisme devant le Conseil constitutionnel. Ils ont délibérément perverti des propos qui exprimaient l'amour pour le professeur Kamto, l'amour que le professeur Kamto porte pour chaque communauté camerounaise, au point de se dire prêt à passer un concours pour être l'un des leurs. Ces propos, il les avait tenus déjà lors de la campagne électorale de 2018, en réaction à des interventions des militants ou sympathisants du MRC qui lui disaient que leurs élites leur demandaient toujours ce qu'ils faisaient avec un Bamileke, André Luther Meka. Parce que ça revient toujours, on dit que c'est le professeur Kamto qui a introduit, qui est venu avec le tribalisme, avec cette sortie au Conseil constitutionnel. Oui, j'ai écouté, est-ce qu'il faut faire un concours? J'ai écouté les panélistes sur le sujet. Je voudrais d'abord dire à mon jeune frère qu'il fait une analyse. Il fait, Charlie Kenyé qui fait une analyse assez biaisée et triquée, n'est-ce pas, de la vision des classes sociales. Hein. Ce n'est plus les classes sociales de façon manichéenne aujourd'hui, les riches et les pauvres.
Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de catégorie sociale. C'est-à-dire que chaque catégorie sociale récupère sa problématique et la revendique, n'est-ce pas, dans l'opinion. Donc, vous allez voir les médecins, les avocats qui ont défilé. Donc, chaque corps. Oui, donc, il y a donc une classe intermédiaire qui n'est ni riche ni pauvre et qui vit naturellement par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Donc, c'est une analyse désuète qu'il faut actualiser. Je voudrais également dire, en ce qui concerne notamment le problème, je vais vous expliquer ça comme si vous avez 6 ans. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'équilibre régional. C'est-à-dire qu'on prend chaque composante sociologique pour participer à la construction de la nation. Et dans cette conception aujourd'hui, l'élite n'est plus considérée comme celui qui excelle dans son domaine, comme le définit Pareto, mais comme porteur de développement et sauveur de la communauté. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'une élite est déchue ou en disgrâce, il ne dit pas que je suis en disgrâce, je suis déchu, mais il dit on a marginalisé les bêtis, on a marginalisé le boulot, on a marginalisé ainsi de suite. Donc il y a une instrumentalisation de l'ennemi pour avoir une ascension sociale. Et cette instrumentalisation de l'ennemi, il faut que je le dise, a été très bien orchestrée par M. Kamto. Parce que quand il démissionne du gouvernement, il n'est-ce pas, se lance dans la politique, dans le MRC, et il vient avec une problématique purement et simplement tribale. Je vous prends quelques clichés. Vous avez cité tout à l'heure ce cliché qui était extrêmement dangereux. Parce que, au Conseil oui, constitutionnel. extrêmement dangereux parce que il dit que lui, Maurice Kamto, né à telle année à Bafoussam, s'il y avait un concours, hein, je résume, s'il y avait un concours d'être bourreau, il le ferait pour avoir le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait une analyse sémantique, ça veut dire automatiquement que le Bamileke est marginalisé et le boulot a le pouvoir. Et il faudrait qu'il fasse un concours pour être boulot, pour avoir ce pouvoir, parce que le boulot est naturellement, éternellement au pouvoir. Donc c'était un mot d'ordre qu'il, n'est-ce pas, donnait notamment à sa communauté pour dire qu'ils sont marginalisés et ils doivent tout faire pour accéder au pouvoir, auquel cas il faut, n'est-ce pas, attaquer les boulots. Je prends encore un autre cliché qui m'a semblé assez pertinent, c'est-à-dire que dans un meeting, notamment dans les tréfonds de l'Ouest, M. Albert Zongan déclare sans coup férir qu'ils ont passé le temps à cotiser, à tontiner. Le moment est venu pour eux de bouffer. Et c'est à partir de cette expression qu'est venu, n'est-ce pas, le mot tontinard, sardinard. Je prends encore un exemple tout à fait clair. Pendant que, je ne sais pas comment on l'appelle, Mota, comment on l'appelle? Mamadou Mota, le vice-président. Voilà, Mota sort de prison par la magnanimité du chef de l'État. Dans un meeting, M. Kamto de sa propre bouche dit, après vous allez dire que qu'est-ce qu'il fait derrière le Bamileke là, au Nord Cameroun. Ce n'est pas que j'ai inventé, ce sont des clichés qui existent. Donc, vous constatez là qu'il y a une sorte d'instrumentalisation, notamment tribale, par Monsieur Maurice Kamto, qui notamment, et c'est la première fois que je vois ça dans une élection, où j'ai vu un communiqué du LACAM où on demandait à tous les Bamileke de le soutenir, et ça chauffait dans les communautés Bamileke là, c'était devenu assez inquiétant et embêtant pour nous qui avons des parentés Bamileke qui sont liés, les Bamileke par le sang. Je peux même vous faire une confidence, hein, j'étais très mal à l'aise dans mon couple, j'étais très mal à l'aise dans ma communauté Bamileke parce que j'ai des liens de sang avec les Bamileke. J'étais très mal à l'aise, c'était extrêmement gênant. Donc, je pense que lorsque nous voulons faire un débat sérieux, comme le débat que nous faisons, nous devons établir les responsabilités. Parce qu'il y a le tribalisme offensif et le tribalisme défensif. Le tribalisme offensif a toujours existé. Il y a les livres que j'ai vus là, hein, où le Bamileke passe le développement suit, des livres comme ça, où on dit que eux, ils sont des travailleurs, ce sont les fourmis, les autres sont moins intelligents, ils sont des cancres, les chop-boulou portent des stigmates comme ça, des stigmatisations comme ça qui sont assez véritablement inquiétants. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que cette rivalité des communautés a toujours existé. C'est-à-dire, on pensait que
on appelle ça le profil des communautés. Telle communauté, notamment, sait fructifier l'argent, telle autre communauté connaît l'administration, telle autre communauté, ils sont, n'est-ce pas, des guerriers, des peuples de marabouts, les peuples ainsi de suite. Mais, je le dis et je le répète, il y a eu une émergence et exacerbation, n'est-ce pas, de ce discours par les élections présidentielles. Et je vais conclure par là, en disant que il y a donc le MRC, avec ses activistes et son groupe paramilitaire, qui a séquestré, paralysé, neutralisé Facebook et la toile pour faire de ça un objet, n'est-ce pas, de contestation et d'insurrection. Merci. Peut-être avant de prendre la réaction de Wilfried Ekanga, d'abord Charlie, rapidement. Bon, j'ai très bien suivi le grand frère aîné Luther Meka, mais je pense qu'il faut qu'on soit clair sur quelque chose. C'est-à-dire ce jeu de ping-pong qui consiste à se renvoyer la balle. Non, c'est le MRC, non, c'est le RDPC. Il faut dire, la réalité, elle est claire. C'est qu'aujourd'hui, à travers un certain nombre d'échecs, j'insiste encore, un certain nombre d'échecs de l'élite politico-administrative, on transpose son échec sur l'autre. C'est-à-dire que vraiment, je vous le dis, moi j'étais témoin d'une situation dans une région où j'ai vu l'élite arriver et faire comprendre à la jeunesse que le problème c'est celui qui arrive là-bas. Mais ils ont des problèmes sérieux. Vous devez les apporter de l'eau, de l'électricité, un certain nombre de choses, vous devez leur trouver le travail. Mais si vous justifiez le fait qu'ils n'ont pas le travail parce que l'autre est venu voler le travail et pourtant ils appartiennent tous à un ensemble socio-foncier qui s'appelle le Cameroun, vous comprenez que à travers le discours politique réellement, on continue à entretenir ce qui est en train de se passer. Et la réalité est tout autre également parce que même ceux qui sont en face, parce que dites-vous bien que si aujourd'hui on attribue ce discours par exemple au RDPC qui est également le parti qui est au pouvoir, ça il faut le savoir, et qu'on observe la réaction par exemple du MRC, vous comprenez que d'un côté comme d'un autre on manque de stratégie politique. C'est-à-dire que le MR ou alors le RDPC est dans sa logique peut-être de vous amener ou alors c'est de bon ton, c'est de bonne guerre. Maintenant, est-ce que de l'autre côté donc on a du répondant ou alors est-ce qu'on développe assez des stratégies pour justement les obliger à faire ce pourquoi ils ont été portés au pouvoir. C'est-à-dire que moi je me dis, nous sommes dans un jeu d'échecs où réellement on ne veut pas poser les vrais problèmes sur la table. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais rapidement rectifier. C'est une information que je vous donne. Emilien n'a pas gagné dans la Léquier. C'est important de le dire. Il a été, c'est un jeune fils. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Je crois qu'avant la fin de l'émission, je vais avoir Denis. C'est important que les Camerounais le savent. Voilà. Justement, Wilfried Ekanga, vous avez suivi André Luther Meka. Que lui répondez-vous? André Luther Meka, que c'est très dangereux de mentir, mais c'est pire de mentir en sachant qu'on ment. Pour commencer, il n'y a pas de classe moyenne au Cameroun. Il y a ceux qui gagnent des millions par mois et ceux qui vous demandent de vivre avec 36 000 francs par mois. Il y a quelques exceptions au milieu, mais il n'y a pas de classe moyenne au Cameroun. Le Cameroun a un problème de manger ensemble. Et c'est parce que certains n'ont pas la possibilité de manger avec ceux qui ont le pouvoir qu'ils ont commencé à questionner la gouvernance et pourquoi la richesse n'est pas également répartie. Ils ont voulu parler de programme politique, ils ont voulu parler de contenu. Ils se souviennent de ce que Thomas Sankara disait, il vaut mieux de l'eau portable pour tous que du vin pour quelques-uns. Et quand ils ont commencé à faire ça, on a tribalisé le débat pour pervertir justement le contenu. Je répète ce que j'ai dit. Il ne faut pas mettre dans la tête des Camerounais, c'est totalement cynique de mettre dans la tête des Camerounais que le tribalisme commence avec Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Cela signifie que les concepts d'autochtones et d'allogènes inscrits dans la Constitution par ceux qui tiennent le régime actuellement sont du fait de Maurice Kamto. Cela signifie que quand Jacques Femendongo du RDPC disait dans les années 90 au sud, mes frères du village, dressons-nous contre l'envahisseur de l'ouest, c'était à cause de Maurice Kamto. Cela signifiait qu'en 1999, quand on a barré la route à André Woking à l'entrée de Yaoundé en disant un Bamileke à Yaoundé comme archevêque, jamais. Ça voudrait dire que c'est à cause de Maurice Kamto. Ça voudrait dire que quand Amadou Ali a dit en 2011, et c'était relayé par Wikileaks et Jeune Afrique, un Bamileke ne sera jamais président, c'était à cause de Maurice Kamto. C'est à cause de Maurice Kamto. Donc, quand on a voulu battre campagne, puisque vous dites qu'il faut être légaliste et républicain,
On s'est retrouvé dans des élections régionales qu'on nous reproche d'avoir boycottées. On voulait y participer. En allant au sud, on nous a versé de l'eau en disant « rentrez chez vous, allez faire ça à l'ouest ». C'est au regard de cette mosaïque perverse orchestrée par ceux qui ont actuellement le pouvoir, et c'est ça qu'on appelle le tribalisme d'État. C'est au regard de cette mosaïque que Maurice Kamto pose la question, est-ce que pour que je sois accepté au Cameroun, il faut que je sois de cette ethnie-là, la fameuse ethnie qui est donc devenue le peuple élu au Cameroun? Luther Meka a dit dernièrement que Paul Biya est au-delà de Jésus-Christ. Ça tombe très bien. Jésus-Christ a dit dans la Bible, de façon métaphorique, détruisez ce temple et en 3 jours, je le redresserai. Ils sont allés dire devant Ponce Pilate que Jésus a dit, je peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. C'est la même méthode des pharisiens que André Luther Meka matérialise sur le plateau ici. Donc, si Paul Biya est Jésus-Christ, il est donc son pharisien, le cas échéant. Il ne faut pas pervertir ce que vous avez compris pour des fins politiques, alors que vous savez que ce n'était pas l'esprit derrière. Maurice Kamto demande désespérément « Pourquoi est-ce que vous me marginalisez? Je suis un Camerounais, comme tout le monde, j'ai le droit de vouloir le pouvoir, comme tout le monde. On n'a pas à dire à ceux qui votent pour moi et qui ne sont pas de mon ennemi, que fais-tu dans les choses des Bamileke ?» Il dit alors « S'il faut donc un concours, parce que finalement, manifestement, on dirait que le bon Camerounais, c'est le Camerounais du peuple élu. S'il faut un concours pour être du peuple élu, ok, je vais le passer, il n'y a pas de problème. » Si vous cataloguez Maurice Kamto comme tribaliste parce qu'il a dit ça, traitez-moi donc de tribaliste tout à l'heure, puisque moi-même, j'ai posé la question, si un sociologue dit en soutien justement au même RDPC, même s'il ne l'affirme pas, que les revendications du MRCO de la diaspora sont des revendications bamileke, si un intellectuel prétendument qu'on a nommé justement vice-recteur parce qu'il insulte copieusement, parce que c'est un peu ça au Cameroun, dit que ceux qui revendiquent sont une secte barami. Ok, ça nous renvoie donc à la conclusion selon laquelle les Bamileke sont les seuls à avoir les yeux suffisamment ouverts pour comprendre que on ne peut pas payer une chambre à 25 millions la nuit à Genève pendant que Monique Oumaté qu'elle meurt avec 2 jumeaux dans le ventre sur le parvis de l'hôpital Akintini de Yaoundé. Moi-même, je prends bon sur moi et j'assume de poser la question, si c'est ça le peuple Bamileke, un peuple aussi noble, moi-même j'ai envie de passer le concours pour être Bamileke parce que j'aimerais être aussi noble que eux. Il ne faut pas pervertir le débat de cette façon. La politique a justement inséré le tribalisme d'État pour qu'on ne parle pas du vide astral qui constitue le bilan du RDPC. Il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien à défendre. Donc, quand des Camerounais vont venir vous dire où sont passés justement les projets structurants dont a parlé Paul Biya, où sont passés les 9% de croissance du document stratégique pour la croissance et l'emploi qui, après 10 ans, n'a rien donné. Évidemment, pour ne pas répondre à cela, on va dire le Bamileke, ce sont les Bamileke qui revendiquent. Aux dernières nouvelles, ils sont Camerounais, ces Bamileke-là. Vous fonctionnez au RDPC exactement comme les nazis, et d'ailleurs, je l'ai thématisé il y a quelques jours. Il y a peut-être certains éléments que je n'ai pas ajoutés. Les gens qui se revendiquent du RDPC ou prétendument de la société civile et qui viennent parler justement en soutien au régime fonctionnent comme Joseph Goebbels dans l'Allemagne nazie et se prétendent éducateurs. Sachez que même Joseph Goebbels a été nommé ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. Donc il considérait que insulter les juifs, les amener dans les chambres à gaz, etc., c'était l'éducation du peuple. De la même manière, les biaïstes et leurs soutiens qui pervertissent le débat en parlant de sectes baramiques, de tontinards, de zélotes, d'ethnofascistes et consorts, pensent aussi qu'ils sont en train d'éduquer le peuple. Et dans la même mouvance nazie, on élabore donc justement des règles de marginalisation. Et à la fin, on aboutit à ce qui s'est passé en Allemagne dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. On a appelé ça la nuit de cristal, dont on a vandalisé les magasins des Juifs. Comme ils ont vandalisé à Saint-Mélima, on a chassé les Juifs des villes et on les a menés dans des camps. Comme ils ont chassé les gens des Bolovins en voulant les ramener à l'ouest, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas, à des fins politiques, pervertir le débat parce que vous voulez garder la mangeoire, vous voulez conserver pour vous le vivre ensemble, et vous cachez derrière ce que Malcolm X disait en février 65. Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables, c'est cela être un criminel. Il n'y a pas de s'il y a un tribalisme offensif d'une part et un tribalisme défensif d'autre part, le RDPC, avec en tête de file Paul Biya, pratique le 3e type de tribalisme qui n'a pas été mentionné ici, le tribalisme permanent. Merci Albin de Montauban. Face à ce ping-pong-là, on se rejette les responsabilités. Vous, c'est quoi votre point de vue?
Oui, mon point de vue est que chaque acteur politique est dans son rôle. Oui. Il faut jeter l'opprobre sur l'adversaire afin de le détruire. C'est de bonne guerre. Mais il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Oui, qu'on soit du MRC ou qu'on soit du RDPC. C'est-à-dire qu'il y a une construction savante du discours de la haine, le rejet de l'autre. Et j'ai dit que ce n'était pas seulement une question camerounaise, parce que déjà depuis mai 2019, les Nations Unies ont mis sur pied une stratégie de lutte contre le discours de la haine. Et vous allez vous rendre compte que Facebook nous a tout simplement, je veux parler des réseaux sociaux où les gens ont la possibilité d'agir et d'intervenir de façon anonyme, nous a tout simplement donné l'opportunité de pouvoir véritablement apprécier le niveau de rejet des uns des autres qui existe dans notre pays. Et observer cela sous le seul prisme des partis politiques, c'est faux. Mais on peut observer néanmoins que le processus, c'est-à-dire l'institutionnalisation de notre pays, a eu beaucoup de failles. On n'a pas suffisamment axé l'institutionnalisation sur le plan sociologique. Il y a beaucoup plus eu le choix rationnel où les uns et les autres disaient que si je réussis à positionner entre guillemets mon frère, mon voisin, mon ci ou mon ça, c'est que le tout est joué. Et c'est ce qui est observable et démontrable partout dans ce pays. C'est ce qui se passe. Par contre, si on avait dit sur le plan sociologique, et vous allez vous rendre compte que même Antonio Guterres, dans l'avant-propos de cette stratégie des Nations Unies, va indiquer que le discours de la haine est un démon. Il a élu domicile sur la place publique. Et la véritable lutte doit être aussi institutionnelle. Une édification d'une société beaucoup plus inclusive est une arme efficace qui pourra lutter contre ce discours de la haine. Mais ce qu'on observe dans notre pays, c'est qu'on est loin d'avoir une société inclusive. Les sociétés sont exclusives, les sociétés sont celles de rejet. Partout où vous vous retrouvez, vous avez l'impression que si ce n'est pas vous qui êtes rejeté, c'est une autre personne qui est rejetée. Donc, si nous voulons faire sérieux, nous devons bâtir partout où nous nous trouvons une société inclusive, une société qui accepte que tout le monde, parce que finalement le discours raciste, le discours hégémonique, c'est un discours qui détruit. On ne peut pas bâtir une société en rejetant, une communauté étatique en rejetant l'une de ces catégories qui certainement présente d'autres valeurs, parce qu'on ne peut pas non plus uniformiser. Tous les groupes ethniques ne peuvent pas penser et agir de la même façon. C'est impossible. Il faut donc que nous puissions comprendre que chaque groupe ethnique a sa particularité, a quelque chose d'intéressant à apporter dans la construction de l'édifice national. Et une fois que nous avons compris cela, nous allons juste à la conquête de ces atouts-là afin de bâtir notre pays. Mais si, j'ai parlé de Facebook tout à l'heure, au lendemain du passage des différentes délégations lors des Jeux Olympiques, j'ouvre mon Facebook et je me rends compte que la délégation camerounaise qui avait porté une tenue ressemblant à une tenue qui se met dans le nord-ouest, il y a des personnes qui disent que pourquoi, sur Facebook, quelqu'un pose la question, pourquoi eux? Et pourquoi pas nous? Ça signifie que si ce n'est pas lui, il vaudrait mieux qu'il n'ait même pas défilé. Bon, je pense que c'est... Voilà donc le discours, voilà la réalité du Camerounais. Ok. Comment, pour éviter ces dérapages, qu'est-ce qu'on fait, Lionel Dama? Bon, ce qu'on fait, c'est que déjà... Il y a certes la loi, mais on a comme l'impression que non, vous les savez, gens n'ont pas peur de la loi. Non, vous savez, les qui ont mis la loi, c'est ceux qui instrumentalisent le tribalisme qui ont mis la loi. Parce qu'aujourd'hui, le tribalisme est un arme, n'est-ce pas, de positionnement politique. C'est un arme de positionnement politique. Lorsque vous arrivez dans une localité, l'élite, n'est-ce pas, de la localité va utiliser, si il a un adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui veut lever un peu la tête en face de lui et qui n'est pas de la communauté,
il va dire à la communauté tout entière, vous voulez faire quoi avec un étranger ici? Donc c'est une arme de positionnement politique. Ensuite, c'est l'orgue régnant, le RDPC, n'est-ce pas, qui a longtemps surfé sur ça, aujourd'hui se retrouve exacerbé et ne peut pas lui-même contrôler la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque vous dites que le RDPC est dépassé par les événements, ils sont dépassés. Comment ça? La loi date de quand? La loi date de quand? La loi date de juste après les élections. 2019. Modifié en 2019. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont entretenu depuis, n'est-ce pas, devient compliqué à pouvoir contrôler. Ouais. Et ça devient compliqué. Et même au niveau même du fonctionnement de la loi, ça devient compliqué. Un gars qui dit dans les réseaux sociaux que tel ne sera jamais président, vous faites comment pour l'arrêter? Donc ça devient compliqué. C'est pour dire, en fait, pour résoudre le problème, c'est que le problème la résolution du problème doit d'abord partir même de la formation. Parce que lorsque vous regardez le système scolaire aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'enseigne plus. Lorsque vous regardez les programmes aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a plus de programmes qui permettent, n'est-ce pas, à l'enfant, n'est-ce pas, d'accepter la communauté tout entière, de vivre avec ses frères et ses amis. Okay. Donc ça devient compliqué. Donc le problème est d'abord au niveau de la formation. Et ensuite, maintenant, au niveau de la réconciliation. Voilà, on va continuer en deuxième partie parce qu'il est là. Cédric Noufelet. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous ferons le point sur la mission menée par le ministre de la Défense à l'extrême nord du Cameroun. Vous le savez, Boko Haram multiplie les assauts depuis quelques jours. Le gouvernement camerounais et le haut commandement militaire prévoient de revoir la stratégie de déploiement des soldats sur le front de guerre contre le terrorisme transfrontalier. Nous parlerons également des travaux d'aménagement routier. Il y a de nombreux retards observés sur la plupart de ces chantiers. L'un des plus illustratifs, c'est la réhabilitation de la pénétrante est de Douala. À 4 mois de l'ouverture de la CAN, rien n'est moins sûr sur la réalisation de ces travaux et les problèmes de financement qui se posent. L'explication du ministre des Travaux publics, c'est à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un épineux problème rencontré dans les couloirs de la justice, garde à vue abusive, arrestation arbitraire. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo reconnaît ces dysfonctionnements et prescrit des recommandations et des orientations aux officiers de police judiciaire. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h de Cédric Noufelet avec l'appui de toutes les équipes rédactionnelles Equinox Télévision disséminées à travers les 4 coins du pays. Dans un instant, donc, le 20h le plus attendu de la planète, présenté par Cédric Noufelet.